Nouvelle semaine, nouvelle édition, chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal version française de Viva en cette soirée du lundi 10 février 2025. À la une des actualités de ce jour, le sommet mondial des gouvernements 2025 débutera demain 11 février. Comme lors de la première édition en 2024, Dubaï accueillera cette immense réunion à laquelle participeront des dizaines de chefs d'État. Le président de la République malgache, Angie Rajoelina, et son épouse Mial Rajoelina ainsi que la délégation malgache y sont déjà pour participer à cette rencontre internationale d'une grande importance pour la coopération et les relations économiques. Reportage signé Judical Rajanirin et Andoura Zajabé. Le président de la République, Angie Rajoelina, prendra part au sommet mondial des gouvernements World Government Summit à Dubaï du 11 au 13 février 2025. Cet événement qui réunit des chefs d'État, des experts et des décideurs influents constitue une plateforme stratégique pour discuter des enjeux globaux tels que la durabilité, la santé mondiale et la coopération économique. La participation de Madagascar à ce sommet souligne son engagement à s'inscrire dans les grandes dynamiques internationales. Au-delà des débats de haut niveau, cette mission représente une opportunité majeure de renforcer les relations diplomatiques et économiques entre Madagascar et les Émirats arabes unis. Elle pourrait également ouvrir la voie de nouveaux partenariats stratégiques dans des secteurs clés comme l'investissement, les infrastructures et l'innovation technologique. Dans un contexte mondial marqué par des défis économiques et environnementaux croissants, la présence du président de la République Angie Rajoelina à cet événement témoigne de l'ambition du pays de jouer un rôle actif dans les discussions internationales. Madagascar cherche ainsi à accroître son attractivité sur la scène mondiale en mettant en avant son potentiel économique et ses initiatives en matière de développement durable. Poursuivant dans les actualités politiques, le peuple a déjà exprimé son choix et a voté pour le président Angie Rajoelina et ses partisans lors des élections successives dans le pays. Ainsi, laissant le président de la République travailler, réaliser sa vision, a déclaré le sénateur Djemanzar Jean-André. Il a également démenti les informations propagées par l'opposition selon lesquelles le président Angie Rajoelina ne fait rien. Le développement de Madagascar ne peut pas se faire en peu de temps, a-t-il déclaré, mais cela nécessite du temps. Reportage signé Mervoulat Sferen et Braz Denilson. Le soif de pouvoir et d'autorité, c'est ce qui pousse l'opposition à semer des fausses informations, mais pas le patriotisme, a déclaré aujourd'hui le sénateur de Madagascar, Djemanzar Jean-André, en s'exprimant sur la situation politique actuelle. Les opposants se sont unis lors de ces élections, mais n'ont pas réussi à convaincre la population. Le peuple a choisi la vision portée par le président Angie Rajoelina pour le développement du pays. La transition ou la coalition n'est plus une solution et ne favorise pas le développement, poursuit ce sénateur. Laissons le président faire son travail de réaliser sa vision et les travaux de développement qu'il a définis, poursuit-il. Il a souligné que le président Angie Rajoelina ne reste pas les bras croisés, mais qu'il travaille réellement et cherche des solutions face aux problèmes auxquels font face la population, contrairement à ce que prétend l'opposition. Concernant les dénigrements à l'endroit du Sénat et de son président, le sénateur Djemanzar Jean-André a déclaré que l'opposition cherche toujours à affaiblir l'institution, qui est le pilier de ce gouvernement afin qu'elle puisse atteindre ses objectifs. Demain 11 février sera commémoré le 50e anniversaire de l'assassinat du colonel Richard Hatzimandjave en Mbuizatovu Ambuni. De nombreuses activités sont organisées à cet effet sous le thème Pitanju Filamina Natsimiambu Adid Mafuni Aini Wanitani Jazan. Outre la commémoration organisée à Mbuizatovu Ambuni, il y a ce jour une compétition sportive, une exposition, un Dafia Varech et une conférence suivie d'un débat dans la salle Avouri à Noussi. Les détails toujours avec Mervoulat Sferen et Braz Denilson. Le 11 février 1975 est une des dates les plus importantes dans l'histoire de Madagascar, car c'est la date de l'assassinat du colonel Richard Hatzimandjave, tombé sous les balles d'ennemis inconnus à Mbuizatovu Ambuni. Demain sera célébré le 50e anniversaire de ce moment sombre, une période qui marque dans l'histoire du pays le patriotisme et la volonté d'agir pour sauver le pays. Le décès du colonel Hatzimandjave restera gravé dans l'histoire du pays et est une blessure qui n'est pas guérie jusqu'à maintenant.
C'est un grand devoir pour les générations futures de se souvenir de ce grand homme de la nation, a déclaré l'historien et académicien Ranzatoueri Arlal. L'instauration du système communautaire à travers le Fukunuln comme base de la nation pour le développement de la nation a été la raison pour laquelle le peuple a été convaincu de le suivre lorsqu'il était encore ministre de l'Intérieur au sein du gouvernement du général Ramanantsoa en 1972. Ce principe permet au peuple de participer directement au développement local pour qu'il y ait une confiance mutuelle entre les dirigeants et le peuple. 50 ans plus tard, il est connu par les jeunes comme un homme courageux et intègre. Dans le cadre de la commémoration du 50e anniversaire de la mort du colonel Richard Hatzimadjave, divers événements commémoratifs sont organisés, tels que des compétitions sportives, des conférences comme celle tenue à Avouri Anous, une exposition sur l'histoire du colonel Hatzimadjave à Dafiavarech et la cérémonie militaire de commémoration et des pots de gerbes qui a lieu chaque année à Mbuzatu-Vambuni. Le 11 février 2025 sera également marqué par la commémoration particulière de 26 éléments des forces armées décédés dans l'exercice de leurs fonctions en 2024. Ensuite, en raison de la commémoration du jour du décès du colonel Richard Hatzimadjave, la commune urbaine d'Antananarivo a émis un avis de fermeture de route pour la zone autour du monument du colonel Hatzimadjave demain, mardi 11 février, à partir de 8 h jusqu'à la fin de la cérémonie commémorative. La rue Rakutumalala Joël, au niveau de la Jirama Faravouich, la rue Tsiumbikib, au niveau du ministère de l'Eau, et la rue Pierre Rapier, au niveau du commissaire du 2e arrondissement, sont donc interdites à la population. Dans un tout autre sujet, 10 tonnes par hectare, tel est l'objectif fixé par les agriculteurs de la région Amourouni-Mani grâce au riz hybride. Les agriculteurs locaux ont déjà ressenti les bénéfices de cette technique de production, notamment en Batoufinajan, où la distribution de semences de riz hybride a démarré samedi. Lors de cette occasion, le secrétariat d'État chargé de la souveraineté alimentaire a confirmé à la population locale que le projet gouvernemental de riz hybride augmentera leurs revenus. Plus de détails avec Tsaratine Aimé. Les agriculteurs de la région Amourouni-Mani ont lancé un défi agricole, celui d'atteindre une production de 10 tonnes de riz hybride par hectare. Ce projet officiellement lancé à Batoufinajan s'inscrit dans la politique nationale de modernisation du secteur rizicole et vise à renforcer l'autosuffisance alimentaire de la région. Afin de permettre aux producteurs d'atteindre ce rendement, d'importants appuis matériels ont été octroyés, tels que 15 tonnes de semences hybrides, 180 tonnes d'engrais NPK, 60 tonnes d'urée et 210 tonnes d'engrais organiques. Ces intrants essentiels permettront aux agriculteurs d'améliorer la fertilité des sols et d'optimiser la croissance des plantes de riz hybride, une variété plus productive que les riz traditionnels. Lors de son allocution, le secrétaire d'État chargé de la souveraineté alimentaire, Taïnia Vurazanamayev, a rappelé que cette initiative répond à un enjeu important pour la souveraineté alimentaire du pays. Notre seul ennemi est la pauvreté et l'agriculture est l'outil qui nous permettra de la combattre et de la vaincre. C'est la raison pour laquelle le gouvernement soutient les agriculteurs avec des semences et des engrais. Cette année, Madagascar commencera à produire des semences hybrides et l'année prochaine, le pays lancera la distribution de semences de riz pluvial afin que les agriculteurs puissent en bénéficier et augmenter leur production. L'objectif étant d'accroître durablement la production rizicole et réduire la dépendance aux importations. En économie, selon le rapport de la Banque centrale, le volume des exportations de Madagascar devrait connaître une forte hausse cette année. Le graphite, les huiles essentielles et le cacao malgache figurent parmi les matières premières les plus prisées sur le marché international. En revanche, les prix du nickel et du cobalt continuent de baisser à l'échelle mondiale, tandis que le cours de l'or est en hausse. Plus de détails avec Rouzou, Christelle Rakoutmalal. L'exportation des produits phares de Madagascar, le graphite, les huiles essentielles et le cacao, devrait continuer à se développer cette année, portée par une demande internationale croissante. Concernant le cacao, les exportations ont atteint 15 000 tonnes l'année dernière contre 12 000 tonnes l'année précédente, soit une augmentation de 25%. Les exportations d'huiles essentielles poursuivent également leur progression. D'après les rapports, 95% de la production annuelle de ces huiles sont destinées à l'exportation.
En ce qui concerne le graphite, les exportations ont bondi de 38,9% au second semestre de 2024, atteignant 63 886 tonnes contre 42 101 tonnes l'année précédente, selon la Banque centrale. En revanche, la tendance est moins favorable pour le nickel et le cobalt, dont la demande mondiale continue de diminuer, entraînant une baisse de leur prix. Toutefois, le secteur aurifère pourrait jouer un rôle clé dans la relance du secteur minier malgache, d'autant plus que la valeur de l'or ne cesse d'augmenter à l'échelle mondiale. Cependant, pour éviter les exportations illégales, il est nécessaire de rouvrir l'octroi des agréments pour le comptoir de l'or. Par ailleurs, la valeur des exportations en 2024 a atteint 124 milliards d'ariars contre 89 milliards d'ariars l'année précédente. Et la ministre des Affaires étrangères malagasy, Rasa Tarafaravavtafk, a effectué une tournée diplomatique régionale sur le continent africain pour présenter et convaincre les pays africains à soutenir la candidature de Madagascar en la personne de Richard Hadjemandjant, ancien ministre. La délégation malgache est venue rencontrer des chefs d'État comme celui du Tchad, de Congo-Brazzaville, du Premier ministre mauricien et le Cameroun la semaine dernière avant l'élection qui se tiendra du 12 au 16 février à Addis Abeba. Nate Rakutmav et Nzara Radjiantsou nous en disent plus. C'est une première dans l'histoire du pays que Madagascar présente un candidat au poste de président de la Commission de l'Union africaine. Le 10 décembre 2024, le président de la République de Madagascar avait présenté officiellement le candidat de Madagascar, l'ancien ministre Richard Hadjemandjant, devant les partenaires et les ambassadeurs à Madagascar au palais d'État d'Iavlo. Depuis le mois d'août de l'année dernière, le candidat de Madagascar a souvent été vu lors des visites et des réunions des présidents africains accompagnant le chef de l'État malagasy. Depuis le lundi 3 février dernier, une tournée diplomatique régionale a été effectuée par la ministre malgache des Affaires étrangères, Rasa Tarafaravavtafk, dans plusieurs pays africains pour présenter le candidat de Madagascar au poste de la Commission de l'Union africaine, Richard Hadjemandjant, mais aussi pour convaincre ces pays à soutenir la candidature de Madagascar en apportant une lettre officielle de demande de soutien venant du président de la République de Madagascar, Andjradjwil, au chef d'État africain. Ainsi, le lundi 3 février 2025, la délégation malgache, composée de la ministre malgache des Affaires étrangères, du candidat de Madagascar, ainsi que du conseiller spécial du président de la République aux Affaires internationales, Patrick Radjwil, et de l'ambassadeur de Madagascar à Maurice, le général Kamé Vital, a rencontré le président du Tchad, Mahamat Idriss Déby Itno. Mardi 4 février, cette délégation a rencontré le président du Congo-Brazzaville, Denis Sassou Nguesso, pour le convaincre de soutenir la candidature de Madagascar au poste de président de la Commission de l'Union africaine. Ce dernier qui a une influence en Afrique du fait de sa longévité au pouvoir pourrait changer la donne. Jeudi dernier, la délégation malgache a été à Port-Louis pour rencontrer le Premier ministre mauricien pour plaider la candidature de Madagascar. Il est à rappeler que 3 candidats sont en lice pour briguer le poste de président de la Commission de l'Union africaine, à savoir le candidat malgache Richard Hadjemandjant, le candidat djiboutien Mahmoud Ali Youssouf, qui sont les candidats des pays africains francophones, et le candidat des pays africains anglophones, le Kényan Raila Odinga. L'un de ces candidats doit obtenir les 2/3 des votes des 55 pays membres de l'Union africaine pour obtenir le poste. L'élection se fera en marge du 38e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et du gouvernement de l'Union africaine du 12 au 16 février 2025 à Addis Abeba, Éthiopie. Poursuivons dans un tout autre sujet, la forêt et la garantie de l'eau et de l'énergie, d'où l'importance de la protection de l'environnement. À cet effet, le ministère de la Jeunesse et des Sports a effectué un reboisement à Nandise, à Nakarion, ce week-end. Plus de 800 jeunes plantes ont été mises en terre, dont des arbres fruitiers. Plus de détails avec Félanara Koutarsoul. 800 jeunes plantes, telles que des arbres fruitiers, comme des pêches, des pommes et bien d'autres, ont été mises en terre par la grande famille du ministère de la Jeunesse et des Sports à Nandise, à Nakarion, samedi. Il s'agit d'un reboisement qui s'inscrit dans l'objectif de reverdir Madagascar d'après la politique générale de l'État. L'entretien des arbres plantés est un gage de protection de l'environnement et un gage de lutte contre le changement climatique. Les arbres nouvellement plantés feront l'objet de suivi et d'entretien par les travailleurs de l'INJ ou de l'Institut national de la jeunesse. L'objectif est d'assurer jusqu'à 90% la croissance de ces arbres nouvellement plantés.
Lors de ce reboisement, le ministre de la Jeunesse et des Sports a incité les jeunes à prendre leur part de responsabilité dans la protection de l'environnement. Concernant les actualités météorologiques, des averses localement orageuses auront lieu dans la majeure partie du pays au cours de cette semaine. Elles devraient être abondantes sur les hautes terres et les régions centre-est de l'île en milieu de semaine selon Météo Madagascar. Le temps deviendra toutefois sec dans le Grand Sud en deuxième partie de la semaine. Une baisse des températures maximales est par ailleurs attendue sur les hautes terres et le littoral est du pays mercredi prochain, entre 13 à 27 degrés Celsius le matin et 24 à 36 degrés Celsius l'après-midi. D'après toujours les prévisions météorologiques, elles devraient être en hausse vers la fin de la semaine. En ce qui concerne maintenant les actualités internationales, des dirigeants politiques du monde entier et des patrons de la tech se retrouvent dès ce lundi 10 février à Paris lors d'un sommet international sur l'intelligence artificielle, une technologie qui a rapidement bouleversé de nombreux dons de la société et dont chaque pays tente de tirer avantage. Plus de détails avec France 24. En Afrique du Sud, plus d'un tiers des femmes subiront des violences physiques ou sexuelles dans leur vie. Pour combattre ce fléau, une association élabore une application intégrant l'intelligence artificielle. Il y a ce gros bouton d'aide en cas de danger ou de violence. Il suffit d'appuyer dessus, ce qui va localiser ma position. Je recevrai alors un appel d'agent de sécurité privée et si je ne peux pas répondre, ils viendront m'aider à l'endroit où je me trouve. L'application est développée avec l'aide de cette travailleuse du sexe. Elle a été violée par 2 policiers. Cette application me donne l'espoir que mes droits humains seront respectés comme ceux de n'importe qui. En Inde, cet agriculteur vérifie chaque matin une application sur son téléphone. Grâce à l'IA, il peut savoir si ses grenadiers ont besoin d'être arrosés, fertilisés ou si des parasites les menacent. Avec cette appli, nous faisons 20% d'économies sur les coûts de l'exploitation et 20% de revenus en plus en vendant nos produits sur le marché, soit un bénéfice supplémentaire de 40%. L'exploitation est équipée de capteurs qui fournissent des mises à jour constantes, une technologie capitale dans un pays de plus en plus affecté par le changement climatique. Quand les cultures sont malades à cause des conditions météo, nos utilisateurs le comprennent et les traitent avant qu'elles ne subissent encore plus de dommages. Autre exemple, à Londres, où les chauffeurs de taxi doivent réussir un examen particulièrement difficile, mémoriser les 26 000 rues de la ville et s'adapter aux aléas de la circulation. Le fonctionnement de leur cerveau est étudié par des chercheurs pour améliorer les systèmes de navigation intégrant l'IA. La science espère aussi mieux comprendre comment notre mémoire fonctionne. Objectif, progresser dans la lutte contre la maladie d'Alzheimer. Ensuite, un responsable du Hamas confirme le retrait total de l'armée israélienne du couloir de Netzarim. Cette route coupe la bande de Gaza en axe est-ouest. La route Salah Eddin est donc rouverte dans les 2 sens, ce qui permettra aux Gazaouis de circuler. Ce retrait avait été convenu dans le cadre de l'accord de cessez-le-feu en vigueur depuis le 19 janvier. Reportage signé France 24. La circulation est lente, mais désormais complètement libre sur la route de Salah Eddin qui traverse la bande de Gaza du nord au sud. Des milliers de véhicules et de piétons franchissent progressivement le poste de contrôle de Netzarim. Conformément aux termes de l'accord de cessez-le-feu en vigueur, dimanche matin, l'armée israélienne qui avait commencé à évacuer la zone le 28 janvier s'est totalement retirée. Établi par l'armée israélienne dans les jours qui ont suivi les attaques du 7 octobre, le corridor de Netzarim coupait la bande de Gaza en 2 parties d'est en ouest, de la frontière israélienne jusqu'à la Méditerranée. Quelques heures après la 5e libération d'otages israéliens et à la veille de la fin de sa visite officielle à Washington, le Premier ministre Benjamin Netanyahou a défendu la stratégie de son gouvernement et une nouvelle fois précisé ses objectifs de guerre. Nous poursuivons 3 objectifs de guerre à Gaza. Premièrement, détruire les capacités militaires et politiques du Hamas. Deuxièmement, récupérer tous les otages. Et troisièmement, faire en sorte que Gaza ne constitue plus jamais une menace pour Israël. L'avenir du cessez-le-feu en vigueur reste encore incertain à l'issue de la première phase de 6 semaines qui a commencé le 19 janvier et qui doit s'achever le 1er mars. Et à la suite des annonces chocs de Donald Trump sur l'avenir qu'il envisage pour la bande de Gaza. Samedi, le Premier ministre israélien a confirmé l'envoi de négociateurs au Qatar pour discuter de la 2e phase de la trêve.
Cette deuxième séquence est censée aboutir à la libération de tous les otages encore captifs dans la bande de Gaza, avant une étape finale consacrée à la reconstruction de l'enclave. Destination Japon maintenant, près de 37 millions de touristes ont visité l'an dernier ce pays. C'est un nouveau record battu selon l'organisation japonaise du tourisme, loin devant le précédent record établi en 2019 et qui comptait près de 32 millions de visiteurs étrangers au pays du soleil levant. Il s'agit d'une aubaine pour les touristes et pour l'économie japonaise, mais ce niveau inédit de visiteurs ravit autant qu'il inquiète. Reportage sur les images de France 24. Il y a de monde quand même. Ryusuke est guide à Tokyo. Aujourd'hui, il aide 2 Françaises à se frayer un chemin dans un temple de la capitale, pris d'assaut par les touristes. C'est vrai que je suis pas trop habituée à avoir du tourisme comme ça, hyper massif. Il faut reconnaître qu'on n'a pas l'impression d'être plongé dans une culture très traditionnelle. Là, c'est sûr. En 10 ans, le métier de ce guide a bien changé. Aujourd'hui, il doit apprendre aux touristes à respecter les règles nippones. On peut manger, boire devant les magasins, mais on ne peut pas marcher en buvant et en mangeant. Des mesures de savoir-vivre pour les Japonais, pas forcément évidentes pour les visiteurs. Il y a de plus en plus de touristes étrangers qui ne sont pas forcément bien informés avant de venir au Japon. Ils essaient quand même de respecter, mais quand on n'est pas au courant, c'est pas facile de tout gérer. Sur l'année 2024, près de 37 millions de visiteurs se sont rendus ici au Japon, mais certains lieux ne sont pas adaptés à recevoir une telle affluence. Alors de plus en plus de Japonais pointent du doigt des comportements très problématiques, notamment sur les réseaux sociaux. Se suspendre à une porte sacrée, courir et prendre en photo des geishas, des comportements que les Nippons ne supportent plus. Dans les villes emblématiques, Tokyo, Kyoto, mais aussi devant cette supérette au Mont Fuji, star des réseaux. Ils prennent des photos de là-bas avec le paysage, mais il doit y avoir de meilleurs endroits qu'ici. Le mécontentement pourrait encore augmenter, selon cette experte. Les endroits touristiques connus sont déjà saturés. Donc l'objectif du gouvernement d'avoir 60 millions de touristes, 2 fois plus qu'aujourd'hui, ce serait possible? Mais nous ne sommes pas encore prêts. Aujourd'hui, le Japon mise sur d'autres destinations en campagne. Désengorger les villes sans nuire aux recettes du tourisme. En 2024, ce secteur a rapporté 48 milliards d'euros au pays. Et c'est avec ce reportage que nous terminons cette édition d'aujourd'hui, mesdames et messieurs. Nous vous remercions de votre fidélité et tout de suite après, vous allez suivre la série intitulée Squid Game. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain pour de nouvelles actualités. Au revoir à tous.